Nasser et du nationalisme arabe, mais aussi la montée de plusieurs régimes militaires qui prétendent se battre pour la Palestine en prenant le pouvoir, notamment des élites militaires. Finalement, ils ne se battent pas pour la Palestine et surtout construisent des dictatures dans la plupart des pays arabes. Et on va avoir plusieurs guerres, 56, mais c'était encore une fois une guerre coloniale, puisque c'est la France et la Grande-Bretagne avec Israël qui attaquent Nasser, qui a voulu nationaliser le canal de Suez, et les menaces soviétiques, puis l'intervention américaine met fin à cette guerre, mais les frontières ne changent pas pour le moment. 1967, en juin, il y a une nouvelle guerre, et cette fois Israël attaque l'Égypte et la Syrie, et en les attaquant, l'État israélien, son armée, elle prend Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Okay? Donc 100% de la Palestine historique devient sous contrôle israélien durant cette guerre, en plus du Sinaï égyptien, le grand désert, la grande péninsule entre l'Afrique et l'Asie, et le Golan syrien. Donc ce sont des territoires occupés en 1967. Cela va être suivi immédiatement par une résolution onusienne qui, dans un sens, comme si elle oubliait le plan de partage ou de partition, elle évoque cette fois la nécessité qu'Israël se retire des territoires occupés. Les territoires occupés, c'est-à-dire en 1967, le Sinaï, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem-Est et le Golan syrien. Ça, c'est les territoires qui sont occupés en 1967. C'est la résolution 242 qui a été votée, y compris les États-Unis l'ont votée. Israël ne se retire pas, maintient ces territoires, plus encore, ils vont annexer Jérusalem-Est, ce qui est contraire évidemment au droit international. Ils vont plus tard annexer le Golan syrien. Juste Sinaï, ils n'ont pas annexé, Gaza non plus, ni la Cisjordanie. Mais ils vont commencer des projets de colonisation dans ces territoires-là, où des colons s'installent, soutenus par l'armée, protégés par l'armée, construisent au début des petits villages qui commencent à s'élargir, et là on est dans les années 70. Il va y avoir entre-temps une guerre après la mort de Nasser, celle de 1973. C'est une guerre qui ne change pas beaucoup les frontières, même si cette fois c'est l'Égypte et la Syrie qui ont attaqué Israël pour essayer de libérer le Golan et le Sinaï. Ils n'ont pas réussi, mais ça va être suivi par un processus de négociation permettant aux Égyptiens de récupérer le Sinaï tout en reconnaissant Israël et en signant un accord de paix, l'accord de Camp David avec les Israéliens. Avec cet accord, une guerre avec Israël du côté arabe est devenue impossible, parce que sans l'Égypte, il n'y a pas un effort militaire capable d'imposer à Israël des solutions. En plus, sortir l'Égypte du rang arabe après cet accord a fait aussi que le plus grand pays, démographiquement parlant et avec son rôle historique, n'est plus au sein de ce conflit même, d'autant plus que l'Égypte de Sadat, qui a été le successeur de Nasser, change de camp dans les relations internationales. Il était, sous Nasser, proche du mouvement pas proche, il était un des fondateurs du mouvement de non-alignement, et après il s'est rapproché de Moscou, de l'Union soviétique. Sadat change totalement d'alliance et devient l'allié des États-Unis qui garantit sa sécurité et la sécurité de son régime en échange de cet accord de paix. Donc Sinaï est récupéré par l'Égypte, le Golan reste occupé, Gaza reste occupé, la Cisjordanie reste occupée et Jérusalem-Est reste occupée après 1973, cette guerre et les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël. Ce qui s'ajoute à cela, c'est que la région commence à changer. Après 1973, comme vous savez, il y a eu le choc pétrolier, donc les prix du pétrole qui montent et qui permettent aux pays pétroliers de la région de devenir de plus en plus riches et d'essayer de transformer leur richesse en un pouvoir politique, donc l'Arabie Saoudite par exemple, ou d'autres monarchies du Golfe, qui sont maintenant indépendants et souverains avec beaucoup de revenus, commencent à encourager certains mouvements de tendance islamiste qui n'étaient pas encore très représentatifs et représentés dans les champs politiques arabes. Le mouvement des frères musulmans historiquement existait déjà, depuis 1928 en Égypte. Les Saoudiens ne l'aimaient pas trop parce qu'ils sont de doctrine wahhabite, qui a une doctrine à part, mais ils vont commencer à encourager une certaine islamisation du champ politique dans le monde arabe pour faire face à la fois au nationalisme arabe qui les dérangeait et surtout à la montée en puissance depuis les années 60 de la gauche arabe.
la gauche dans plusieurs pays, sous différentes formes. En Irak, c'est le Parti communiste, de même chose au Soudan. Dans d'autres pays, c'est des alliances entre des gauches socialistes et marxistes. Il y a des intellectuels qui sont emprisonnés, parfois marxistes, qui rejettent les structures dominantes dans la région. Pour l'Arabie saoudite, c'était donc une bonne chose de voir un conservatisme social et politique s'installer dans les sociétés, aidé par l'argent du pétrole. Cela va jouer un rôle dans une islamisation politique, évidemment pas sociale, de sociétés musulmanes, mais qui n'avaient pas opté pour l'islam comme identité politique, mais plutôt identité sociétale, culturelle, etc. En plus, après 1973, il n'y a plus de guerre étatique entre Arabes et Israël. Après 1973, toutes les guerres deviennent des guerres entre acteurs non étatiques du côté arabe et l'État d'Israël. Donc, l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, qui, à partir de la défaite de 1967 et de cette guerre de 1973, son chef historique, Yasser Arafat, dit que, voilà, les États arabes ne doivent pas se battre pour nous, c'est à nous de le faire, et on ne veut pas être les otages aussi des États arabes et de leur politique et de leur rivalité, ceux qui sont pro-Moscou, ceux qui sont pro-Washington, les monarchies, les républiques, c'est à nous, à notre mouvement national palestinien, de se battre pour la Palestine. Et l'OLP va être, avec sa colonne vertébrale, le mouvement Fatah, qui est le mouvement de Arafat, un mouvement qui comprend, c'était une première expérience du genre, qui comprend des groupes de Palestiniens pieux, issus de milieux ruraux, des paysans qui veulent se battre pour la Palestine, notamment qui sont présents dans les camps de réfugiés, mais il y a aussi une jeunesse maoïste, trotskiste, marxiste, qui s'organise dans une brigade d'étudiants inspirés par mai 68. Il y a aussi des gens qui sont religieux, pieux, qui considèrent qu'eux aussi c'est une lutte par devoir national, mais religieux également. Donc l'OLP va pouvoir réunir tout ce monde-là, du FPLP, le Front populaire pour la libération de la Palestine, qui est marxiste, au Fatah lui-même, à des factions moins importantes ou moins présentes sur le terrain, représentant différentes dynamiques politiques palestiniennes. Mais les Palestiniens vont subir en 70, puis durant la guerre civile au Liban, plusieurs coups. En 70, un affrontement avec la monarchie jordanienne, qui ne voulait pas de leur activisme à partir de la frontière jordanienne. Et puis en 75, vous savez, il y a eu la guerre civile au Liban, de 75 à 90. Et durant cette guerre civile, le régime syrien a envahi le Liban en 1976 parce que Assad ne voulait pas du tout qu'Arafat, le chef de l'OLP, soit indépendant et souverain politiquement. Il voulait que la Syrie contrôle la question palestinienne pour l'instrumentaliser. Et puis surtout, il va y avoir deux invasions israéliennes du Liban, 1978 et puis 1982. Cette invasion de 82, les gens oublient, mais cette invasion, les deux invasions et l'occupation israélienne du Liban ont fait 34 000 morts civils. Hein, ça devient un détail de l'histoire. Et bien sûr, il n'y a eu aucun procès juridique, pas de condamnation, pas d'accusation, mais il y a eu 34 000 morts civils libanais et palestiniens entre 1978 et 2000, 22 ans d'occupation israélienne, et surtout l'invasion de Beyrouth, que évidemment j'ai vécu dans la ville, elle était assiégée, bombardée, de la marine israélienne, les raids aériens, le bombardement terrestre, c'était un carnage. Mais ce n'était pas filmé comme aujourd'hui. On attendait le 20h pour voir quelques images qui venaient avec du feu et quelques bâtiments qui s'écroulaient. Il n'y avait pas encore la documentation qu'on a aujourd'hui, mais c'était un carnage. Et suite à cette invasion de 82, l'OLP quitte le Liban. Arafat part avec les combattants pour s'installer en Tunisie. Et il commence à travailler sur une intifada à l'intérieur de la Palestine, donc dans les territoires occupés. Une intifada qui commence en 1987, une intifada avec les jeunes qui lançaient les pierres et les cailloux sur les soldats israéliens dans les territoires occupés, donc à Jérusalem-Est, Cisjordanie et Gaza. Et c'est cette même année, 87, que le Hamas est né. Donc le Hamas est né 20 ans après l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie, et après 40 ans de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, la perte de la Palestine. Le Hamas, c'est un mouvement issu de la mouvance des frères musulmans, et les frères musulmans palestiniens étaient beaucoup plus dans une logique
qu'il faut préserver les mœurs et les valeurs de notre société palestinienne musulmane, plutôt que de lutter contre l'occupant et de militer contre l'occupant. Le basculement se passe en 1987, durant l'intifada, où Hamas participe, après être créé. Et bien sûr, entre-temps, je ne rentre pas dans tous les détails, il y a la révolution iranienne qui s'islamise avec Khomeini au pouvoir, qui va créer au Liban Hezbollah, le parti chiite libanais au milieu de la guerre. Pourquoi 82, Hezbollah 83 est créé après l'invasion israélienne du Liban? Parce qu'avec le départ de l'OLP du Liban et avec l'effondrement de la gauche libanaise qui se battait du côté du Hezbollah, de l'OLP contre les Israéliens, le vide va être d'une manière graduelle, d'une manière lente mais consistante, rempli par Hezbollah jusqu'en 2000 avec le départ des troupes israéliennes. Mais pour revenir à la question palestinienne, 87, donc après cette intifada, il y a le début de pourparlers entre Européens, Américains sur la nécessité de trouver un processus de paix que les Palestiniens acceptent, que les Israéliens doivent accepter. Et après la guerre irakienne, quand Saddam envahit le Koweït et puis les États-Unis lancent une guerre en 1991 contre l'Irak, l'administration américaine, c'était dans le temps Bush père et son ministre des Affaires étrangères James Baker, ils disent que voilà, après cette guerre en Irak, l'Union soviétique n'est plus, ou il était en train d'agoniser, le mur de Berlin s'est effondré, donc c'est la fin de la guerre froide, et ils sortent leur fameuse, pas anecdote, mais comment ils qualifient maintenant le monde, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial doit avoir aussi un processus de paix entre Palestiniens et Israéliens. Et donc le processus de paix commence à Madrid, entre Arabes et Israéliens. Certains aujourd'hui parlent de la droite israélienne, l'extrême droite israélienne, comme si c'est juste un phénomène récent. En fait, la représentation politique en Israël s'est droitisée et puis extrême droitisée depuis bien longtemps. Menachem Begin a gagné les élections déjà fin des années 70, il était du Likoud, et il était la droite dure du Likoud. Puis dans les années 80, les travaillistes n'ont jamais gagné seuls des élections, c'était toujours coalition, gouvernement de coalition. Dans les années 90, Yitzhak Shamir, de la droite dure de Likoud, gagne les élections, et il ne veut pas aller à Madrid. Les Américains, pour la première et la dernière fois, l'obligent en gelant l'aide militaire, l'oblige en faisant pression sur les Israéliens, sur même l'opinion publique israélienne, et il échoue dans les élections d'après. C'est Yitzhak Rabin, le travailliste, qui va gagner. Yitzhak Rabin signe avec Yasser Arafat les fameux accords d'Oslo. Quels sont ces accords d'Oslo qui, aujourd'hui, on est en 2024, l'année dernière, c'était 30 ans après Oslo. Les accords d'Oslo, c'est une reconnaissance du côté palestinien de l'État d'Israël. Donc on modifie la charte de l'ALP qui évoquait la libération de la Palestine. Et quand on dit libération de la Palestine, dans le temps, ce n'était pas de renvoyer les Israéliens en Europe ou dans d'autres pays. Non, c'était l'idée d'un État démocratique pour tous et toutes. Évidemment, il peut y avoir des gens, oui, et le Hamas et autres peuvent parler de la nécessité de libérer toute la Palestine et que les Israéliens partent dans leur pays d'origine. Mais ce n'était pas le projet du mouvement national palestinien. Arafat avait évoqué au début l'État démocratique laïque, puis il y a l'idée des deux États, qui est l'idée du droit international, et dans Oslo, les Palestiniens modifient leur charte, acceptent officiellement Israël. Du côté israélien, on parle d'une autorité palestinienne. Pour la première fois, on utilise le terme palestinien, mais pas d'un État palestinien. Il n'y a jamais eu une reconnaissance d'un État palestinien. On parle d'une autorité palestinienne. Et 4 questions, qui sont les plus importantes, ne sont pas réglées à Oslo. Le droit de retour des Palestiniens. Les Israéliens disent non. Les Américains disent ok, on attend jusqu'à ce qu'il y ait plus de confiance. Peut-être on pourra l'évoquer plus tard. Donc il est mis de côté. Les colonies. Israël colonise les territoires occupés. Il y avait, quand Oslo a été signé, 120 000 colons en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. Aujourd'hui, ils sont 750 000 en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donc, les Israéliens disent oui, mais on ne peut pas démanteler les colonies, ça va être très difficile, on va faire ça d'une manière graduelle. Les colonies qui sont considérées illégales, comme s'il y a des colonies légales, on va les retirer. Les autres, il faut penser à des solutions plus créatives. On met de côté. Troisième question, Jérusalem-Est.
Les Palestiniens disent c'est notre capitale, et Jérusalem-Ouest c'est la capitale des Israéliens. Les Israéliens disent non, c'est une ville unifiée, et c'est la capitale éternelle du peuple juif d'Israël. Donc on met de côté, il va y avoir des propositions un peu surréalistes en fait du côté des Américains, ce n'était pas officiel mais on voulait voir les réactions, c'est-à-dire on dit ok, la ville reste plus ou moins unifiée, mais on donne une souveraineté aux Palestiniens du côté de la mosquée Al-Aqsa et dans certains quartiers arabes de la ville, mais le sous-sol reste sous souveraineté israélienne. Pourquoi? Parce que les archéologues israéliens travaillent toujours pour trouver le premier temple, il était là-bas, il n'était pas là-bas, etc. Évidemment, cette question n'a pas été, de toute façon, elle ne faisait pas partie de cet accord, donc la question de Jérusalem est mise encore. Et la quatrième, c'est la souveraineté au niveau des ressources, au niveau de l'espace aérien et au niveau des frontières. Les Israéliens disent pas de souveraineté pour les Palestiniens sur les frontières parce que c'est un risque sécuritaire pour Israël. Donc la frontière avec la Jordanie reste sous contrôle israélien. La frontière avec l'Égypte, du côté de Gaza, reste sous contrôle israélo-égyptien. Et tout ce qui est espace aérien et espace maritime en face de Gaza, sous contrôle israélien. On permet aux pêcheurs palestiniens de sortir quelques kilomètres, mais sinon, la sécurité, c'est à nous. Et après, pour les ressources, c'est-à-dire l'eau, on les partage entre Palestiniens et colons qui sont installés. Et donc, évidemment, Oslo ne va pas aller très loin, même si Arafat rentre en Palestine. Certains étaient ou espéraient que ça va changer la donne. La situation continue à se dégrader. Rabin est assassiné par un extrémiste juif. On l'oublie aussi, celui qui a signé Oslo est assassiné. En même temps, le Hamas, opposé à Oslo, mène des opérations à la fois contre l'armée israélienne, mais aussi contre des civils israéliens, avec les kamikazes dans Israël, donc dans les territoires pour les Palestiniens de 1948. La situation devient de plus en plus explosive. Et puis on a la deuxième intifada en 2000, quand la colonisation ne s'est pas arrêtée. Et après l'assassinat de Rabin, qui a gagné les élections, il y a eu une transition de Shimon Peres, travailliste, mais ceux qui vont gagner les élections sont les mêmes, Benjamin Netanyahu et son allié du temps, Ariel Sharon. La deuxième intifada commence après d'ailleurs une visite de provocation d'Ariel Sharon, protégé par les soldats sur la mosquée d'Al-Aqsa. La deuxième intifada commence. C'était un moment où certains espoirs aussi, avec Ehud Barak, le travailliste, commençaient à émerger. Il perd les élections et c'est Sharon qui est élu. Et depuis 2000, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul gouvernement de gauche en Israël. Je ne dis pas que la différence par rapport à la question des colonies est énorme entre la gauche et la droite, mais elle existe. Il ne faut pas la nier non plus.